Salut les topovores! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bien souvent quand Pixar sort une nouvelle production, celle-ci est précédée d'un court-métrage. Moi je les attends parfois plus que les films eux-mêmes, donc c'était bien normal de vous faire découvrir mon top 5 des courts-métrages de Pixar. Cette animation, vous la voyez à chaque fois que vous lancez un long métrage de Pixar. C'est un peu leur mascotte et elle a une histoire assez sympa. Tout d'abord, il faut le recontextualiser parce qu'aujourd'hui, ce que vous allez voir peut vraiment vous paraître totalement démodé et surtout un peu vieillot. Mais figurez-vous qu'en 1986, cette animation était une petite prouesse technique. Vous n'étiez peut-être pas né, d'ailleurs moi non plus, et pourtant les ordinateurs commençaient déjà à envahir notre monde. Alors envahir c'est un bien grand mot puisque les 4 personnes qui travaillaient sur ce court-métrage ont dû se partager tout ce qu'elles avaient, à savoir seulement 2 ordinateurs. Et vous l'imaginez bien, c'était pas vraiment pratique. À l'origine, le projet était de promouvoir les logiciels Renderman, un modélisateur 3D. John Lasseter, qui deviendra directeur artistique chez Pixar, s'applique à animer une lampe qu'il a sur son bureau. Au fur et à mesure, il invente une histoire peu banale, un bébé lampe qui joue avec un ballon. Et d'ailleurs, ce ballon deviendra un chouette easter egg à trouver dans plusieurs productions Pixar, comme dans Toy Story, dans Monstres et compagnie, dans Lao et dans le fabuleux vice-versa. Ce court-métrage, en plus de devenir le jingle de Pixar, a totalement révolutionné l'industrie de l'animation en impliquant l'ordinateur dans le processus de création traditionnel. Pour la petite anecdote, il existe des versions spéciales de cette animation Pixar. On retrouve par exemple le Wall-E qui vient changer l'ampoule de la lampe dans son générique. Bon, et puis si vous voulez vous offrir la lampe, sachez qu'elle existe et que comme dans le court-métrage, la lumière suit le mouvement de l'objet. Et ça, j'avoue que ça ferait vraiment cool sur mon bureau. C'est avec ce court-métrage que j'ai découvert ces petites productions de Pixar. For the Birds est sorti en 2000, après 2 ans de production, et il est le 7e court-métrage produit par Pixar, quand le réalisateur Ralph Eggleston dessine des esquisses d'un flamant rose entouré de petits oiseaux. Mais très vite découragé par la charge que représente le fait d'animer tous les petits oiseaux, Ralph met le projet de côté. Quelques années plus tard, lorsqu'il présente le projet à la direction, il fait rire John Lasseter dont on a parlé un tout petit peu avant en utilisant un klaxon pour faire le bruitage des oiseaux. Et c'est gagné, la production est lancée. L'équipe se prend au jeu et donne même des petits surnoms aux oiseaux que l'on aurait presque pu deviner. Par exemple, il y a Chipper, l'oiseau un peu bête. Il y a Bully, la brute, Snob et Neurotique, le névrosé. Vous les avez reconnus? Le réalisateur va même jusqu'à prêter sa voix à l'étrange volatile bleu dont les petits oiseaux voulaient se débarrasser. Le tout donne un sketch hilarant et pose surtout quelques questions sur la vie en communauté et surtout sur l'acceptation de la différence. Et effectivement, dans cette petite histoire où des oiseaux sur un câble électrique essaient de se débarrasser d'un intrus, on arrive à une fin très rigolote où les petits oiseaux se retrouvent totalement déplumés à cause de leur propre piège. Et il faut savoir que cette fin n'était pas la seule envisagée et qu'il y a eu beaucoup d'autres discussions sur d'autres fins potentielles. Comme par exemple des belettes qui auraient pu manger les petits oiseaux. Ou encore ces petits oiseaux justement qui s'électrocutent et terminent en poulet frit. Bon, rien de convaincant pour le réalisateur qui préfère les voir déplumés. Ces tests serviront d'ailleurs dans le long métrage Monstres et compagnie pour le pelage de Sully. C'est d'ailleurs à l'avant-première de ce film que For the Birds est projeté. Et il gagne pour l'occasion l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2002, et on peut dire que c'est bien mérité. La première fois que j'ai vu ce court-métrage, j'étais totalement fascinée par l'histoire que ça nous racontait. Un vieux monsieur qui joue aux échecs contre lui-même, dans le but de gagner un objet très précieux que je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Dans la série des courts-métrages de Pixar, c'est le premier qui n'a pas été réalisé par le grand John Lasseter. Mais après le succès de Toy Story, le cofondateur de Pixar a voulu garder la section court-métrage pour permettre à l'entreprise de rester en connexion avec le monde de l'animation en les présentant dans différents festivals d'animation. C'était également le prétexte idéal pour tester de nouvelles choses dans l'animation. Et c'est un pari complètement réussi avec le joueur d'échecs. Effectivement, ce personnage a demandé un réel travail, notamment sur les expressions de son visage, mais aussi sur les mouvements naturels de ses vêtements. Et c'est réussi à
tel point que celui-ci sera réutilisé dans Toy Story 2, puisqu'il incarne avec perfection le rôle de Jerry, vous savez, le réparateur de jouets qui remet Woody complètement à neuf. Pour ce court-métrage, le réalisateur John Pinkava a eu carte blanche. Sa seule contrainte était de mettre en scène un humain. Il avait plusieurs scénarios en tête au départ, comme par exemple un petit vieux qui jouait dans un ascenseur, ou alors un petit vieux qui se faisait voler son goûter par un canard un peu trop gourmand. Mais bon, tout ça lui plaisait pas et finalement il a préféré choisir un souvenir d'enfance personnel, celui de son grand-père qui adorait les parties endiablées aux échecs. Le résultat est sublime et offrira au film un Oscar pour le meilleur court-métrage d'animation de 1998. Pour la petite histoire, vous pouvez trouver sur internet, et notamment sur YouTube, des reproductions du court-métrage en live, c'est-à-dire avec des vrais acteurs, et ça c'est franchement super. Avec le court-métrage d'Enrico Casarosa, La Luna, on entre clairement dans un monde féerique, doux et attendrissant. C'est l'histoire d'un petit garçon qui découvre pour la première fois le travail de son père et celui de son grand-père. Ces deux-là l'emmènent sur une barque en pleine nuit et lui proposent de monter sur une grande échelle afin d'atteindre la Lune. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la beauté de ce court-métrage et je vous laisse le découvrir par vous-même si vous le souhaitez. Dans ce petit film, les protagonistes ne parlent pas, d'ailleurs comme dans beaucoup d'autres courts-métrages de Pixar. C'est d'ailleurs un peu une marque de fabrique de vouloir laisser les personnages s'exprimer avec leur corps et leurs expressions plutôt que par des mots. On l'a vu dans l'incroyable film de Wall-E, où la bande-son est au service des robots et de l'intrigue, et non l'inverse. Mais ici cela va encore plus loin, puisque sous les barbes des deux hommes, il n'y a pas de bouche. Effectivement, le réalisateur souhaitait montrer les tensions dans les relations du père et du grand-père, sans leur laisser la possibilité même de parler. Et c'est réussi, on sent clairement le conflit intergénérationnel, qui pousse d'ailleurs le petit garçon à trouver sa propre voie. La Luna est le 22e court-métrage du studio et a demandé 9 mois de production. Les couleurs aquarelles et les techniques de dessin montrent clairement que le réalisateur a souhaité se démarquer des autres productions de Pixar. Pour cela, il s'est inspiré du Petit Prince bien évidemment, mais aussi des œuvres de Miyazaki et d'Italo Calvino. Et personnellement, je trouve le résultat juste incroyable. Vous ne l'avez peut-être pas encore vu et je vous conseille de vous ruer dessus avant de voir la fin de mon top, mais pour cette première place, il s'agit bien du dernier court-métrage de Pixar à ce jour, j'ai nommé Borrowed Time, même si je le dis super mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que les employés de Pixar ont l'autorisation d'utiliser les ressources de la compagnie sur leur temps libre pour leurs projets personnels. Et c'est ce qu'ont fait les deux animateurs, Lou Amoulage et Andrew Coates. Pendant 5 ans, en dehors de leurs horaires de boulot, ils ont planché sur un court-métrage un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez Pixar. L'idée est simple, proposer un court-métrage inattendu qui montre que les films d'animation ne sont pas faits que pour les enfants, et qu'il est possible de raconter d'autres histoires avec ces techniques. Quoi de mieux que de parler de ce que chacun d'entre nous redoute le plus, la mort. Et oui, même si on voit déjà cette thématique dans l'une de leurs réalisations, Le Voyage d'Arlo, ici on entre encore plus dans le sujet, puisque l'histoire raconte, et c'est là que tu dois couper si tu ne veux pas que je te spoil. Bref, je disais donc, l'histoire raconte le drame d'un enfant au Far West qui perd son père dans un malheureux accident et qui revient sur les lieux quelques années plus tard. Bref, c'est prenant, brillant et émouvant. La réalisation est superbe, elle est ultra soignée et la musique est tout simplement sublime. Plus de 2 millions de vues en 3 jours, déjà des récompenses. On peut dire que le duo a bien joué et on n'attend plus qu'une chose, un long métrage de chez Pixar dont la cible ne serait pour une fois pas les enfants, mais les adultes. Et voilà, c'est fini. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, surtout jetez-vous sur les pouces en l'air et sur le bouton de partage, parce que sincèrement, c'est ça qui m'aide le plus. Je voulais dire un grand merci à Amy qui se reconnaîtra. Elle a été d'un énorme soutien pour cet épisode et je l'en remercie sincèrement. Allez, moi je file. À la prochaine!